Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette deuxième journée du Forum économique breton. Je m'appelle Gaëlle Bouffard, je suis animatrice journaliste et nous sommes ensemble pour 45 minutes pendant lesquelles nous allons aborder un sujet qui est crucial et d'ailleurs ça se voit dans l'intitulé de ce plateau qui est marque employeur, agir ou disparaître. Donc on comprend bien qu'il y a un enjeu. Alors avec nous, cinq invités qui vont nous partager leur plan d'action parce que justement, ils ont décidé d'agir. Je vous présente Natacha Candelier sur la partie banque assurance avec AXA. Bonjour. Bonjour, ravie d'être avec vous. Nous avons également, toujours sur la partie banque assurance, Morgane Gouès pour le Crédit Mutuel Arkea. Bonjour. Bonjour. Christophe Poteau pour Banque Populaire Grand Ouest. Bonjour. Elsa Tabar pour Niji, donc là on passe dans le digital. Bonjour. Et puis Magali Evert pour la SNCF. Bonjour. Alors Natacha, je vais d'abord vous passer la parole parce que chez AXA, vous faites un état des lieux très régulièrement, tous les ans, auprès des chefs d'entreprise pour savoir quelles sont leurs préoccupations. Donc j'ai tout simplement envie de vous laisser la parole, nous dire ce qui les préoccupe, les chefs d'entreprise, en matière de ressources humaines. Alors oui, en effet, tous les ans, depuis 2014, nous interviewons des chefs d'entreprise, 500 chefs d'entreprise chaque année. L'objectif étant de comprendre les problématiques, de les identifier, de les comprendre, et puis d'avoir aussi les besoins RH des chefs d'entreprise. Donc il y en a trois principalement qui ressortent, trois problématiques qui ne vont pas vraiment vous étonner parce qu'elles résonnent forcément avec les problématiques que l'on peut avoir dans nos sociétés, nous aussi. La première, c'est le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, avec un point particulier, c'est comment on fait pour recruter les talents, comment on fait pour avoir le bon profil pour le bon poste et avoir des personnes qui ont de l'expertise. Et c'est toute la difficulté, puisque ces personnes-là que l'on recherche ont le choix, et on trouve, et déjà on voit qu'on est complètement à l'inverse de ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est à nous de vendre l'entreprise et oui, non plus aux candidats finalement de se vendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en réponse aux demandes exprimées par leurs équipes, les chefs d'entreprise s'interrogent sur la meilleure façon de faire évoluer leur entreprise, sur deux volets, sur la partie management, sur la partie organisation et aussi sur la façon de mieux intégrer les nouveaux outils, le télétravail par exemple. Et le troisième point, ne va pas vous étonner non plus, c'est le bien-être au travail, avec un focus particulier sur la santé mentale. Pourquoi ? Parce que les troubles psychologiques aujourd'hui sont la première cause des absences longue durée. C'est 22% des absences longue durée avec une croissance très importante depuis l'année 2019. Alors justement, sur ce sujet de la santé mentale, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en œuvre, à la fois pour vos clients, mais aussi pour vos collaborateurs ? Alors, on a la chance chez AXA d'avoir créé AXA Prévention il y a 30 ans maintenant. AXA Prévention, sa vocation, c'est vraiment de développer la culture de la prévention sur différents points, et en particulier sur la santé, et en particulier depuis quelques années sur la santé mentale. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour les TPE, PME, nous proposons deux dispositifs qui sont gratuits. Un premier dispositif qui est un accompagnement sur la formation à la santé mentale, comment détecter les premiers signes, comment les traiter. Et puis, un deuxième volet qui est physique, cette fois et non plus mental, et qui est le coaching physique contre la sédentarité. Voilà, évidemment. Ce sont les deux points sur lesquels on travaille. Et puis, on propose aussi une série de podcasts avec des situations hyper concrètes qu'on retrouve sur le site AXA Prévention, mais vous pouvez aussi retrouver sur toutes les plateformes parce qu'ils sont absolument sur toutes les plateformes. Donc voilà, donc très, 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 très concret en tout cas. Tout ça pour développer la culture de la santé mentale et pour éviter la stigmatisation de ce sujet-là et des troubles psychologiques. Santé mentale, santé physique. Exactement. Alors de la même manière que vous prenez le temps d'écouter vos clients en les interrogeant, chez Niji, vous faites le choix aussi d'interroger vos propres collaborateurs pour savoir comment est-ce qu'ils vont. Alors avant de nous expliquer comment vous faites, peut-être quelques mots sur Niji pour qu'on comprenne bien vos problématiques RH propres finalement. Donc Niji, c'est une société de 1300 collaborateurs présente sur tout le territoire français et à l'international. On fait à peu près 400 recrutements par an. Et notre société de services en numérique et digital va du conseil jusqu'à la réalisation de logiciels en passant par le design, par le management de la data, par la cybersécurité.
Et on a une particularité en tant que société de conseil, c'est que la majorité de nos équipes sont présentes au sein des locaux de nos clients, donc on ne les voit pas souvent. Et donc les questions d'attachement et de fidélisation, finalement, sont cruciales chez nous. Alors vous l'avez dit, vos collaborateurs, ils ne sont pas forcément en physique chez vous, ils sont chez vos clients. Comment vous faites alors pour les interroger, pour les écouter, et puis pour sentir comment ils vont ? Ce qu'on a mis en place, en fait, on a industrialisé des petites initiatives dans nos bureaux locaux. Et depuis 2021, on met en place un baromètre tous les 6 mois et on vient poser 10 questions, toujours les 10 mêmes questions à tous nos collaborateurs. Donc 6 mois, ça revient très très vite. Et c'est des questions, la première c'est comment ça va, et puis ensuite c'est des questions sur quelles sont les fiertés, qu'est-ce que vous avez envie de changer, ce serait quoi les axes de progrès de Niji. Ensuite de ça, on débrief avec tous les managers, avec tous les collaborateurs, donc il y a une vraie transparence sur les résultats. Et puis, dans les 6 mois qui viennent, on doit mettre en place des solutions, des réponses à tout ça. Donc, ce qui nous a permis de mettre en place un système de télétravail, par exemple, des formations, des parcours de carrière, améliorer les outils, aménager les locaux. Voilà, c'est notre façon de bien appréhender l'état des équipes. Alors, au-delà de ces outils qui améliorent le bien-être au quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est très important, c'est l'intérêt de la mission en elle-même, l'intérêt du métier. Donc chez Niji, j'ai bien compris qu'on passe d'une mission à une autre, donc c'est à la fois très varié, c'est très enrichissant, mais est-ce que ça suffit à fidéliser les collaborateurs ? En fait, c'est notre force et notre faiblesse. Donc, effectivement, la mission ou le projet fait que parfois, le collaborateur, il a envie de rester chez le client ou il a envie de poursuivre dans une filière métier qui n'est pas proposée par Niji. Donc, c'est ça aussi qui les attire, parce que dans les sociétés de conseil, l'intérêt, c'est que comme on est sur des multiples missions très diversifiées, on peut vraiment construire un parcours de carrière. Et donc, nous, notre rôle, c'est de connaître nos consultants, de savoir ce qu'ils ont envie de faire, de connaître leur potentiel et de leur proposer des missions qui vont leur permettre d'évoluer. Et donc, la compétence, le métier, c'est ce qui donne envie et puis ce qui peut donner envie de partir, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en effet, on y reviendra d'ailleurs, parce que parfois on part, mais on revient. Exactement. Je vais vous donner la parole, Magali Evert, pour SNCF. Alors SNCF, qu'il est inutile de présenter, mais est-ce que c'est facile de recruter quand on s'appelle SNCF ? Alors, en fait, ça dépend. Oui. Dans l'ensemble, oui, on n'a pas de problème pour recruter, notamment en Bretagne. Je ne vous cache pas que mes collègues dans d'autres régions, c'est un peu différent, mais il se trouve que nous, on recrute beaucoup en région parisienne, notamment des Bretons qui veulent revenir en Bretagne. Donc voilà, on a peu ce sujet-là. En revanche, sur certains métiers, c'est différent, notamment sur la maintenance. On a des gros enjeux de recrutement sur la maintenance dans nos ateliers et les conducteurs de train. Donc ces deux métiers-là, c'est des métiers particuliers sur lesquels on a du mal, alors en tant qu'entreprise et puis en tant que secteur. Et peut-être pour partager avec vous, alors ça va être un peu à contre-emploi, mais en fait, ce qu'on a vu sur ces deux métiers-là, c'est que ce n'était pas seulement le sujet de SNCF, c'était un vrai sujet métier, et que finalement, tout seul, on avait du mal à avancer. Et du coup, sur des sujets peut-être particuliers de métier, on a décidé de jouer la coopération. Et je vous donne 2 exemples. Sur Rennes, par exemple, on a signé une convention qu'on a appelée la convention XXL avec des acteurs du secteur. Donc notamment Keolis, mais aussi on avait d'autres industriels, avec le rectorat, avec la métropole de Rennes. Et l'idée, c'était de dire, donnons à voir nos métiers, donnons à voir la beauté de ces métiers-là, qui sont super durs, c'est des métiers de nuit, parfois en 3/8, mais les 3/4 du temps de nuit, des métiers salissants, vous allez vraiment dans le moteur du train pour le réparer, etc. Mais en même temps, et c'est ce qu'on disait aux jeunes quand on a signé cette convention, c'est des super beaux métiers, parce qu'on parlait du sens en disant comment on attire. C'est vrai qu'ils ne sont pas sur une BMW à dire j'ai fait une... Non, mais parce qu'en fait, souvent, les jeunes ont plutôt envie d'aller vers ça que dans nos trains un peu cracra. En fait, on leur dit, oui, mais le matin, quand tu pars à 4h du matin et que tu quittes ton atelier de maintenance, tu sais que le train qui repart, que tu as réparé pendant la nuit, il va permettre à des mamans, à des enfants d'aller travailler, d'aller dans leurs écoles, etc. Donc, ça a un vrai sens et tu as un vrai rôle. Donc, je dis ça parce qu'en fait, oui, on travaille la marque employeur. Viens chez SNCF plutôt que d'aller chez Keolis et tout ça. OK, peut-être. Sauf qu'en fait, on se dit que nous, on a besoin d'avoir plus de gens pour la maintenance. Et si les bus vont bien et si le secteur va bien, ça va être bon pour nous. Je donne juste rapidement un deuxième exemple. C'est les conducteurs de bus à la rentrée dernière. Je ne sais pas si vous avez suivi. Les bus scolaires, la région était très embêtée parce qu'il n'y avait pas assez de conducteurs de bus. Pour plein de raisons, mais notamment parce que en fait, les conditions jusqu'à présent, c'était les gens qui faisaient ça en complément. Hop, un peu le matin, un peu le soir. Et en fait, cette situation-là va de moins en moins. Et donc là, la question, c'était de dire, est-ce que chacun se bat et pique les conducteurs des autres, parce que comme ça, hop, c'est bon, j'ai mes bus. Et en fait, pareil, là, à mon avis, il y a vraiment on a besoin, nous, entreprises, de penser client,
En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait suffisamment de conducteurs de bus en grand et on est obligé d'y réfléchir en grand. Et c'est là où la région, par exemple, a réuni l'ensemble des acteurs et ils ont pris des décisions dans le secteur, de dire qu'est-ce qu'on fait pour valoriser ces métiers et faire venir des gens dans ce métier. Donc il y a la marque employeur, bien sûr. Après, il faut qu'on fasse attention. Je l'ai vécu en Allemagne où il nous manquait des conducteurs de train. Si on fait que la marque employeur du genre, j'avais des conducteurs super, mais en face, SBB Cargo disait « mais moi, je te paye 500 € de plus si tu viens chez moi. Et chez moi, tu auras, je sais pas quoi. Ah oui, il y en avait un, il disait « tu auras une voiture de fonction ». Alors là, mes gars, ils avaient les yeux comme ça. En fait, au final, c'est pas bon pour le client parce qu'on a juste un nombre limité de conducteurs et si c'est pour se le piquer, c'est pas. Donc, je voulais juste dire oui à la marque employeur. Sur certains métiers, je pense qu'on a intérêt, notamment nous en Bretagne, de se mettre ensemble pour se dire comment on va recruter, comment on attire sur nos territoires et comment on trouve les bons profils pour nos entreprises ensemble. Et après, bien sûr, au sein de la branche, comment est-ce qu'on défend notre entreprise. Alors, on va s'intéresser maintenant au secteur bancaire. C'est un secteur dont l'attractivité est tout de même un peu en berne. Pour autant, j'ai envie de vous demander, Christophe Hautot, est-ce que les personnes, les collaborateurs de BPGO qui exercent ce métier de banquier l'aiment, ce métier ? La réponse, c'est qu'ils sont fiers de leur métier. Et c'est ça, on le encore sait, mieux. Gaëlle, parce qu'on les a interrogés. Quand on a déterminé le fait de mettre en place une marque employeur, on s'est dit, ça ne se fait pas comme ça tout de suite, c'est pas de l'interne, et puis après on communique, c'est pas du marketing. Et en fait, ce qu'on a fait, on les a interrogés. Qu'est-ce qui fait leur fierté ? Et la réponse, pour plus de la moitié, c'était le métier en lui-même. Ils sont fiers d'accompagner les projets de vie de leurs clients. Et c'est un peu comme c'était évoqué, c'est-à-dire c'est le sens du métier. J'accompagne, je développe une confiance avec mes clients, j'accompagne des projets de vie, un financement, un emménagement, l'arrivée d'un enfant, et ça c'est une vraie fierté pour eux. Ça rend fier. Ça rend fier. Donc on a décidé de travailler, de valoriser ça, et en fait on s'est dit il faut qu'on parle du collaborateur, de son métier, plutôt que de parler de la marque. Ça on le fait, c'est du marketing, c'est les produits, c'est la BPGO. Et donc on a décidé de lancer un sujet. Et quand on a commencé à réfléchir avec des équipes de communication et avec la partie RH, parce qu'on a souhaité mixer tout ça, on s'est dit on se partage la marque employeur et on va travailler sur un thème qui est la place. Et en fait, se dire quelle est la place que je peux prendre au sein de la BPGO. Et avec la place, c'est vachement sympa parce qu'on peut dire place à quelqu'un, on peut dire je peux trouver ma place, quelle place je vais aller chercher par rapport à un plan de carrière, par rapport à un plan de développement. Et ça, nos collaborateurs l'ont compris, ils l'ont intégré, ce sont devenus des ambassadeurs de la place, et ça, c'est une vraie fierté pour eux. Et du coup, on travaille sur le métier aujourd'hui avec eux. Alors, on va parler un peu plus tard de ce volet ambassadeur. J'ai envie de vous passer la parole, Morgane Gouès, pour Crédit Mutuel Arkea. Aujourd'hui, il y a des mots qui reviennent très souvent quand on parle de marque employeur, c'est la quête de sens, l'utilité. Alors, lorsqu'on est entreprise à mission, est-ce que justement on est particulièrement légitime pour parler d'utilité, de quête de sens ? Alors, je ne sais pas si j'aurais pas la prétention, en tout cas, de dire qu'on est plus légitime que d'autres. En revanche, ce qui est certain, c'est que on est engagé à travailler encore davantage sur notre discours employeur, et nous, on appelle ça le discours employeur, et sur les preuves qu'on apporte. Notamment, alors nous, on est très attachés à l'innovation, à l'inclusion, au développement des compétences, et tous ces éléments-là, on essaye en tout cas de les faire rentrer en résonance avec les valeurs de l'entreprise et sa mission. Et depuis que vous êtes entreprise à mission, est-ce qu'il y a encore plus de candidatures ? Eh ben, en fait, en travaillant cette prise de parole, j'ai regardé et effectivement, depuis notre passage entreprise à mission, on a plus de 37% de candidatures qui nous sont parvenues. Alors, peut-être pas que liées à ça, mais ce qui est certain, c'est que ça attire, ça donne du sens. Et les candidats nous disent, quand on se demande ce que vous faites, on se demande ce que vous faites chez vous, comment les choses se traduisent au quotidien. Et donc, quand ils expriment leur motivation pour nous rejoindre, clairement, c'est une chose qui revient vraiment très souvent. Et alors, au-delà de l'engagement sur le métier, bien évidemment, vous proposez d'aller bien au-delà, c'est-à-dire vous parlez même d'engagement citoyen. Vous voulez bien nous raconter ? Oui, alors en fait, on essaye vraiment de créer les conditions pour que les collaborateurs qui nous rejoignent, ils s'engagent finalement au-delà de la simple mission dévolue par leur contrat de travail. Et ça, on essaye de le faire dans une démarche d'intelligence collective. Donc, je peux peut-être donner 2 exemples. Bien sûr. Sur le volet environnemental, comme beaucoup d'entreprises, et on en parle beaucoup, on a décidé vraiment de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs aux défis de l'urgence climatique. Donc, pour ce faire, on a été formés par la fresque du climat et on a formé plus de 100 fresqueurs en interne qui, eux, à leur tour, vont dispenser l'expérience de la fresque à nos collaborateurs. Et aujourd'hui, on est quand même fiers de dire qu'il y a déjà 6 000 collaborateurs qui ont été formés sur les 11 000 que compte le groupe à ce volet de l'urgence climatique. Donc voilà, engagement fort.
Un deuxième exemple sur le volet plus social, c'est via l'ambassadora. On croit beaucoup aux communautés, à ce côté ambassadeur. Aujourd'hui, on a plus de 300 ambassadeurs autour de la diversité, du bien-vivre, l'accompagnement dans le cadre des violences conjugales, le soutien aussi aux jeunes des milieux défavorisés. Et tout ça, en fait, vient favoriser l'engagement. Et notre conviction, c'est que finalement, la fonction RH, au même titre que d'autres, elle contribue vraiment à faire que, en tout cas, Arkea soit un acteur engagé sur le territoire et fasse bouger les lignes et l'écosystème. On peut mesurer finalement ce qu'on fait en termes d'environnement avec l'empreinte carbone. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mesurer notre impact social. Donc, on a ouvert un projet qui s'appelle Impact S pour aller vraiment identifier les actions sur lesquelles on est soit sur du réglementaire, soit sur du volontaire, soit sur vraiment de l'engagé. Et voilà, et on va essayer de le faire valoir. Alors, je sais que chez Banque Populaire Grand Ouest et chez Niji, vous avez vous aussi développé ces communautés d'intérêt, mais également le mécénat de compétences. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Christophe Poteau, d'abord ? Oui, en effet, on a aujourd'hui un carrefour des tremplins, on l'a appelé comme ça, parce que c'est un tremplin pour nos collaborateurs. On est déjà à 12 communautés, elles ont été créées par nos collaborateurs. Ça leur permet de s'engager sur des thématiques, ça peut être la diversité, ça peut être le handicap. On a des gens, des managers, des collaborateurs qui sont engagés là-dessus. On a la prévention, parce que derrière, nécessairement, l'environnement parle aussi. Donc ça, on a une communauté qui s'appelle Respire, qui avance avec les patrons de l'Ouest là-dessus. La fresque du climat, on a fait aussi. Je trouve ça génial, parce que pour l'avoir également réalisé, c'est hyper important. Et nos collaborateurs peuvent donner jusqu'à 2 jours sur leur temps de travail, à partir du moment où ils sont opérationnels dans leur 2 métier, jours par mois pour s'engager. 2 jours par mois. Et à côté de ça, ces 2 jours, ils les mettent soit sur des communautés, 1 heure, 2 heures, mais ils peuvent aussi les mettre sur du mécénat de compétences, une plateforme dédiée. Et dans cette plateforme, on retrouve des partenaires BPGO, 100 000 rebonds. On va retrouver, par exemple, Capital Fille. Chez Niji, les communautés, comment ça se passe ? Alors, j'ai envie de vous parler de 2 communautés spécifiquement. Le mécénat de compétences aussi. Donc, en fait, on travaille avec une plateforme sur laquelle les associations expliquent leurs besoins de développement d'un outil numérique, leurs besoins de soutien en termes de compétences. Elles n'ont pas les compétences et nos collaborateurs peuvent y répondre quand ils sont en intermission, quand ils ont du temps, parce qu'ils ont des compétences d'experts spécifiques. En intermission, c'est-à-dire entre 2 missions. Exactement. Plutôt que de travailler sur un projet Niji, ils travaillent Plutôt pour que une d'être sur association. un projet interne, ils offrent leur temps pour les associations qui n'ont pas les compétences. Et puis la deuxième initiative qui est très engageante pour Niji, c'est en fait la suite de la fresque du climat, c'est la fresque du numérique, et c'est d'apprendre à nos collaborateurs l'impact de leur métier, l'impact de ce qu'ils font, l'impact de Niji sur le climat. Et vraiment, c'est très engageant, c'est assez effrayant de voir ce qu'on fait. Et donc, leur permettre, à l'issue de ces 3h30, de se dire comment je peux travailler différemment, comment je peux développer des logiciels différemment, etc. Donc, c'est un vrai impact. Et on a aujourd'hui plus de 450 personnes qui ont été formées. Et effectivement, les formateurs sont aussi des salariés Niji qui ont décidé de se faire certifier pour pouvoir faire cette formation à l'impact. Bravo. Je sais que chez AXA, c'est pareil, vous développez le mécénat de compétences. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites, notamment au profit des associations en local ? Alors, déjà, notre métier, nous, c'est la protection. Bien sûr. La protection des biens, la protection des personnes, la protection des salariés. Voilà. Et ce qu'on propose effectivement à nos collaborateurs, à nos réseaux de distribution aussi, c'est d'aller plus loin et de pouvoir aller plus loin. Pour travailler avec des associations, pour soutenir plutôt des associations et intervenir localement sur le terrain, sur des thématiques qui nous sont chères. Vous en avez parlé, c'est l'environnement, c'est le développement solidaire. Et on a créé en 1991, donc ça fait vraiment partie de notre ADN en fait, AXA à tout cœur, qui réunit l'ensemble des collaborateurs, des réseaux de distribution, pour mener des actions très concrètes. Enfin, si je dois donner un exemple hyper concret ici localement, c'est à Dinard, le soutien à Émeraude Voile Solidaire, qui fait des sorties en mer sur des personnes qui sont fragilisées. Donc là, voilà, on les soutient. C'est par exemple France Parrainage en Ille-et-Vilaine. C'est une action qu'on a menée avec Surfrider pour nettoyer les rivières en Ille-et-Vilaine. Voilà, c'est vraiment des actions hyper concrètes et hyper fédératrices. Et ça fonctionne ? Les gens sont engagés ? Oui, vraiment. Vraiment, ça fait en fait partie de notre ADN. Donc, et ça se passe sur le temps de travail ou le soir, c'est ça ? En after le work, soir, ça peut se passer le midi, ça peut se passer sur le temps de travail, ça peut être le week-end aussi. Oui. Donc voilà, en tout cas, on a un engagement très fort, c'est hyper fédérateur. Et à l'heure où on parle de quête de sens, vraiment, ces initiatives-là
permettent réellement justement d'être différenciantes et participent forcément à la marque employeur. Ça participe à la marque employeur et j'ai envie de dire que ça soude aussi les équipes, ça propose aussi des moments de convivialité, vous me l'avez dit lorsqu'on Exactement, on a et quand préparé. on parle de télétravail où pendant 3 journées on est à la maison, forcément c'est une bonne façon de se rassembler, de créer du lien et de créer du lien sur toutes les générations, nos jeunes qui rentrent et nos seniors qui sont là depuis un certain temps. Et ces moments de convivialité, vous le dites très justement, ils sont indispensables avec le télétravail, mais j'imagine comme vous chez Niji, lorsqu'on a des collaborateurs qui sont en mission à l'extérieur, ce sont aussi des moments de rassemblement et presque de team building en fait. Oui, c'est des moments vraiment indispensables et chez Niji, on les a réfléchis et on en a plusieurs. On a vraiment la convivialité informelle, l'occasion de se retrouver ensemble dans nos murs ou hors les murs et partager du temps, de la détente, des jeux. Donc il y a tous ces moments-là qui sont organisés dans chacun de nos sites. Il y a aussi un rendez-vous mensuel. Donc tous les mois, la direction fait des réunions sur chaque site pour expliquer les chiffres, les actualités, les projets clients. Donc on donne beaucoup d'informations. Il y a aussi la proximité avec l'équipe dirigeante et notre président qui fait régulièrement des matinales, des déjeunales avec les équipes. Donc en fait, pendant 2 heures, c'est une question-réponse et il répond spontanément à toutes les questions. Donc ça donne une vraie proximité et un vrai sentiment de savoir comment va Niji et quels sont les projets de Niji. Et cet état d'esprit-là, ça va jusqu'à maintenir le lien avec ceux qui sont partis. Et donc, une fois par an, on organise une réunion, une soirée alumni. Et donc, on a les anciens qui sont partis il y a 10 ans ou qui sont partis il y a 3 mois. Et l'idée, c'est juste de se réunir pour le plaisir de se revoir, c'est tout. Et c'est un bon moment et il y a toujours plein de gens qui viennent. Et on prend des nouvelles de ceux qui sont partis, Exactement. notamment. Alors moi, je voudrais m'intéresser à ceux qui arrivent. J'imagine que quand on arrive, il faut se sentir attendu, il faut se sentir accueilli. Comment ça se passe chez Banque Populaire Grand Ouest? Comment est-ce qu'on accueille comme il faut les nouveaux arrivants? Alors à juste titre, il y a quelque chose, alors c'est un mot RH, c'est l'onboarding. C'est-à-dire que dès qu'on démarre, on est recruté, on a échangé, on a envie de se toper dans la main, de rentrer dans l'entreprise, le contrat il démarre maintenant. Pourtant j'arrive quelques temps après. Donc il y a des échanges avec le RRH, le manager, l'équipe, inviter le collaborateur à déjeuner, c'est déjà être dans l'équipe avant d'arriver. Ensuite il y a le jour J. Et le jour J il était essentiel, on avait des vrais sujets, c'est-à-dire qu'un poste informatique pas prêt, un manager pas présent, l'équipe qui n'est pas accueillie, on l'a traité. On a traité ça dans notre projet stratégique, c'est le Welcome Pack, c'est une équipe présente, tout est fait. Et puis nos collaborateurs embauchés, quand on les a interrogés, ils nous ont dit oh, « c'est dur de rentrer dans la banque, il y a beaucoup de choses à apprendre ». Et en fait, on les a fait travailler pendant 18 mois. 18 mois, c'est pas rien. On a travaillé avec l'ensemble des équipes, poussé par le COMEX. Et derrière, ça a donné un parcours d'intégration, place à mon avenir, donc toujours avec notre place. Et derrière, en fait, c'est 4 semaines d'intégration dès l'arrivée. J'arrive dans ma semaine, le lundi d'après, je suis en parcours. 4 semaines pour les fonctions réseau, les fonctions support, on a réduit à 3 semaines. Une semaine d'immersion dans le réseau, parce qu'on est une entreprise commerciale, et il faut comprendre le client. Et puis à côté de ça, on accueille aussi, on a des stagiaires, des alternants. C'est 191 alternants cette année, 200 sur les 2 années précédentes. Et ils ont du tutorat, ils sont accompagnés des équipes RH, et ça, c'est ce qu'on leur doit pour qu'ils se sentent chez eux et à leur place. Justement, très bonne transition pour Magali Vevert sur le sujet des alternants, parce que je sais que l'alternance chez SNCF, c'est important. Est-ce que c'est un bon moyen de recruter et ensuite de fidéliser ? En tout cas, je pense que sur la marque employeur, c'est important aussi pour nous parce que, et ça a été dit, il y a tout ce qu'on va raconter sur l'entreprise et puis il y a tout ce qui se dit et qu'on n'a pas raconté nous, mais que les autres racontent. Et je pense que les alternants, alors juste pour dire, effectivement, on a 200 alternants, on a 150 tuteurs. Et sur les alternants, moi j'ai une très grande conviction et je pense qu'elle est largement partagée. Hier, on en a parlé aussi en table ronde. En fait, les alternants, ils nous font vraiment avancer. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on a un rôle en tant que grosse entreprise de pouvoir aider ces jeunes à découvrir le métier, à avancer, etc., bien sûr. Mais en fait, ils sont essentiels pour nous parce qu'en fait, c'est eux qui viennent nous challenger sur plein de choses et qu'il y a plein de choses, et on échangeait hier avec beaucoup de jeunes, il y a des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et sur lesquelles on sait qu'on doit bouger, mais on a du mal et donc on a vraiment besoin, et en plus, on a de la chance, on a des super alternants. Donc effectivement, il y a une communauté qui s'est créée, c'est une de nos alternantes d'ailleurs, Nassera Mbarki, qui l'a créée, qui l'a animée avec un certain nombre, et puis c'est fait à leur façon. Il y a des trucs, on disait, t'es sûr ? Bon, écoute, si c'est ça qui... voilà, mais en tout cas, l'idée, c'était d'être accueilli effectivement, de pouvoir parfois... C'est pas toujours évident d'arriver dans une grande boîte, on n'a pas toujours le mentor le plus expansif du monde, etc. Le fait de pouvoir en parler avec d'autres alternants, c'est intéressant. Et puis, on travaille avec d'autres entreprises, la partie, finalement, intégration dans le monde du travail, ça s'appelle Next, avec EDF, avec Naval Group. C'est l'idée de les aider finalement à passer ce cap et à se dire comment après je vais rentrer dans le monde du travail.
J'en profite pour dire cette histoire de l'intérieur, l'extérieur. Sur la marque employeur, nous, ça a été dit, hein, ça s'inverse. Donc finalement, c'est à nous de convaincre finalement le candidat maintenant de venir plutôt chez nous. Et la difficulté qu'on peut avoir, c'est un peu ce que j'appelle l'effet bifidus, quoi. Ce qui se passe à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ce que la promesse qu'on va faire soit pas en trop grand décalage avec ce qu'on vit. Et donc, à l'intérieur, c'est-à-dire que le pire, ce serait le jeune qui arrive, on m'a dit qu'à la SNCF, c'était super sympa. Il arrive, et les 3 premiers jours, il dit, en fait, c'est pas sympa du tout. En fait, vous bossez tous, il y a à peine un quart d'heure sur le café. Donc, il faut qu'on fasse attention à peut-être mettre autant d'énergie à notre campagne de recrutement, au message qu'on fait passer, en mettre autant sur le onboarding, comme ça a été dit. C'est-à-dire que finalement, tout ce temps qu'on passe à accueillir, à finalement travailler nos ways, pareil, c'est un peu anglais, mais nos ways of working, quoi. C'est quoi quand je travaille à la SNCF, comment ça se passe, qu'est-ce qui est tolérable, comment je me comporte, etc. Donc je pense que c'est important parce qu'en fait, le pire, ce serait quelqu'un qui est recruté, qui se dit « Waouh, j'avais envie de venir voir et tout ». Puis en fait, non, hein, au bout de 6 mois, c'est pas ça en fait. Parce que les gens se parlent mal, parce qu'on respecte pas, je sais pas, des horaires, j'en sais rien, mais un certain nombre de choses qui peut-être qui venaient chercher, qu'on avait promis. Donc ça, je trouvais ça important. Et on parlait du sens tout à l'heure. On a de la chance, c'est vrai, à la SNCF d'avoir une entreprise avec notre raison d'être, c'est agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Et c'est vrai que voilà, quand on se lève le matin, on se dit on va permettre à des gens de se déplacer. Je vous promets qu'on fait de notre mieux. Je suis désolée pour tous les retards que vous avez eus, mais sincèrement, sachez qu'au quotidien, vous avez toutes ces personnes qui, dans les coulisses, font en sorte que ça se passe bien. Et en fait, dans cette raison d'être, il y a le mot solidaire qui est hyper important pour nous. Vous avez parlé des fondations. Hier, on nous a fait un retour dans la table ronde de dire « Ouais, mais vous êtes des grosses boîtes, donc c'est fastoche, vous envoyez, vous avez du monde, vous pouvez faire... » En fait, moi, je propose de partager ça peut-être aussi avec les PME et les TPE. Tout n'est pas possible. Enfin, je comprends que tout ne soit pas forcément possible. Là, au 2e étage, dans la rotonde, il y a la Fondation SNCF qui est là, avec des associations, et avec toute l'histoire de la plateforme de Nijin aussi, on a une plateforme. C'est tout bête, mais ça peut vous aider. C'est-à-dire que oui, ça paraît compliqué à mettre en place. Comment je vais me mettre en relation avec les assos? Est-ce que ça va me coûter trop de temps et tout ça? En fait, nous, les retours qu'on a, c'est que sur notre marque employeur, ça joue beaucoup. Il y a des gens qui nous rejoignent en disant moi, je suis fière que ma boîte, elle me permette d'être en contact avec une jeune fille des quartiers défavorisés parce que je vais l'aider. Alors oui, on laisse du temps, mais enfin, c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, au final, par rapport à tout le reste, c'est pas énormément de temps et c'est beaucoup de choses qui apportent. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour leur demander des conseils, y compris si on peut vous aider à vous mettre en relation. Enfin voilà, effectivement, c'est vrai que nous, je pense, grosse boîte, on a aussi ce rôle d'aider sur le territoire à ce qu'on se mette ensemble pour que ça soit rendu possible. 2e étage dans la rotonde. Rendez-vous est pris. On va parler maintenant du management, parce que parfois, le management peut expliquer les départs ou au contraire l'attractivité. Le mode de management est essentiel. Et d'ailleurs, on ne manage pas aujourd'hui comme on manageait hier. Chez Niji, qu'est-ce que vous mettez en place justement sur ce volet du management? Effectivement, le management, c'est la clé de voûte de tout. On peut avoir les meilleures valeurs, les meilleurs outils, les meilleures sources d'informations. Si le manager de proximité n'est pas là pour connaître, accompagner son équipe dans son épanouissement pro et dans son épanouissement dans l'équipe, ça ne fonctionne pas. Et donc, chez Niji, on a mis en place un parcours de formation pour les managers au long cours qui dure 1 an et qui va les aider sur leur pratique et leur posture. Les 2 dimensions sont hyper importantes. Et chez Crédit Mutuel Arkea, je sais que vous aviez déjà une formation managériale plutôt efficace, mais vous avez décidé d'en faire encore plus. Oui, c'est vrai que déjà quand on regarde un peu la littérature et les articles, on voit que effectivement bon nombre de départs, vous l'avez dit, sont souvent liés à une mauvaise expérience managériale. Le dernier chiffre que j'ai vu en début de semaine, c'était 70% quand même, donc voilà, quelque chose à pas négliger. Et c'est Julia de Funès qui dit ça. En fait, le management, c'est pas un statut, c'est une compétence. Donc, comme toute compétence, elle doit finalement être travaillée, développée, remise à jour. Et donc, effectivement, on avait une formation qui avait plutôt bonne presse, mais qui commençait un peu à dater. Et puis, on s'est dit, bon, voilà, il faut qu'on revoie un petit peu ça. Mais on va pas faire une formation pour se faire plaisir. On va faire une formation qui sert vraiment aux managers, qui répond à leurs besoins. Et donc, on a travaillé avec eux. Et donc, on a lancé une nouvelle formation en début d'année. Effectivement, alors nous, elle dure 9 mois. Et au bout de... Enfin, 9 mois et 3 mois plus tard, il y a du co-développement aussi. On a vraiment essayé d'insister dans le cadre de cette formation sur déjà la bonne connaissance de soi, parce que pour bien manager, il faut déjà bien se connaître et bien connaître ses dispositions.
Ensuite, on a insisté aussi sur le côté démarche collective avec vraiment un esprit promo et la possibilité donnée aux managers d'échanger entre pairs parce que c'est souvent comme ça aussi qu'on se nourrit. Et puis après, bien évidemment, un socle d'outils et de clés pour une bonne pratique managériale. Ça, c'est la formation des primo-accédants, donc des personnes qui rentrent en management et bien évidemment, formation continue tout au long de la carrière aussi qu'on revoit notamment. Merci. Alors, je voudrais rebondir sur ce dont vous avez parlé, cet effet bifidus, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Chez AXA, comment est-ce que vous faites justement pour valoriser tout ce que vous faites à l'intérieur? Comment est-ce que vous le valorisez à l'extérieur? Alors, je vais peut-être pas paraphraser tout ce que vous avez dit. Peut-être zoomer. Oui, notre objectif, c'est d'être attentionné en fait tout au long de la vie professionnelle. Et peut-être zoomer sur un point. C'est sur nos sorties, on parle et même être attentionné avec les personnes qui partent. Oui. Et notamment nos stagiaires, parce qu'on en a beaucoup aussi, nos alternants, quand ils nous quittent, au mois de juillet par exemple, systématiquement, on fait une rencontre, on les réunit, on a une soirée avec eux pour, quand ils nous quittent, qu'ils gardent un excellent souvenir d'AXA, de faire le bilan avec eux de leur stage, et puis de finir en beauté. En fait, ça fait partie de la marque employeur et c'est une action concrète. Mais c'est une multitude d'actions, de petites actions qui font que ce qui se fait à l'intérieur se voit après à l'extérieur parce que ce sont des témoignages aussi de collaborateurs. Des témoignages de collaborateurs qui très certainement deviennent même ambassadeurs. Exactement. Donc, justement sur ce volet de l'ambassadorat, comment ça se passe chez Crédit Mutuel Arkea? Est-ce que vous ressentez que vos collaborateurs sont prêts à devenir ambassadeurs? Oui, on le sent carrément d'ailleurs. On est en train de travailler notre discours employeur, je l'ai dit tout à l'heure. On va lancer une communication avant la fin de l'année et on a choisi de prendre des vrais collaborateurs pour illustrer notre campagne et de vraiment relater leur vrai parcours. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'authenticité. Enfin, effectivement, si après ce qu'on vit, c'est pas vrai, ça sert à rien. Un autre exemple aussi peut-être lié à notre statut d'entreprise à mission. Quand on est entreprise à mission, on doit constituer un comité de mission. Et pour la composition de ce comité de mission, on a souhaité identifier un collaborateur qui porte la voix des salariés. Et donc, on a lancé un appel de candidature en interne. Ça a eu beaucoup de succès. Il y a plus d'une centaine de collaborateurs qui se sont vraiment intéressés au dispositif. Et au final, c'est 43 candidatures. Donc vraiment des candidatures motivées avec donc de collaborateurs qui souhaitaient rejoindre ce comité de mission. Donc au final, il y a eu une personne retenue. Mais voilà, ça montre vraiment cet engouement et cette envie de s'engager de la part des collaborateurs. Christophe Poteau, pardon, vous nous avez parlé tout à l'heure de cette campagne, La Place. Est-ce que vos collaborateurs acceptent de prendre la parole en externe pour justement parler de la place qu'ils occupent dans vos unités ou dans vos agences? C'est un petit peu comme ce qui vient d'être évoqué. En fait, quand on a lancé un appel à candidature pour notre premier film il y a 2 ans, La Place, on a eu trop de candidatures. C'est sûr, ça fait un petit peu peur, mais ils sont passés acteurs et c'est eux qui ont tourné le film. C'est-à-dire que la communication qu'on a amenée d'abord en interne avant de passer à l'externe, c'était eux. Et en plus, on les envoyait au ciné avec leur famille sans leur dire, et le film passait. Ça, je peux vous dire, à un moment, ça fait quand même plaisir. Le vrai sujet qu'on a derrière, c'est de se dire aussi, cette place, c'est place aux engagés, place aux sportifs. On a les JOP actuellement, ça tombe très bien. Il y a des gens qui nous rejoignent et qui sont aussi dans cette démarche. On a décidé de décliner aussi sur les métiers opérationnels. Dernièrement, le film, c'est l'effet papillon. Appel à candidature, des conseillers partent, on en a 700 dans la banque, beaucoup de candidatures. Et en fait, leur but, ça a été de se dire quel est l'impact positif d'une décision de crédit. Et on peut regarder, ça amène toute une économie qui est très intéressante. Ils sont spécialisés là-dessus. Et du coup, nos managers, on a travaillé aussi pour se dire, nomination d'un manager, c'est un événement. Donc, place A, le collaborateur manager parle de lui, ce qu'il est, comment il a trouvé sa place. Puis on s'est dit, le manager va communiquer sur LinkedIn et ça marche très bien. Et vous cherchez aussi à devenir Great Place to Work. Alors, comment et pourquoi? Déjà, c'est en lien avec notre raison d'être. Ça a un vrai sens. On a construit cette marque employeur. On a commencé à lancer les audits. On a passé déjà 2 audits de certification. On n'est pas très loin. Mais surtout, on a des choses tangibles. Ça a été évoqué. Il faut que les gens vivent quelque chose. Si c'est une fausse promesse, ça ne marche pas. C'est du marketing. Ça fait pour vendre. Donc aujourd'hui, en fait, cette démarche, elle est aussi de se dire que ça sera une vraie fierté pour nos collaborateurs de se dire on est une great place to work, on est dans l'entreprise pour un moment de vie. Petit, court, on y va, on y revient. Mais en tout cas, j'adore cette démarche. Et en fait, pour nous, le sujet, c'est aussi de se dire qu'on a gagné un prix dernièrement. On était très satisfaits, prix de la meilleure marque employeur dans la stratégie et l'engagement RH. Et en fait, c'était lié à la place.
parce que les gens ont adoré cette démarche de mettre en scène des collaborateurs. Et quand on regarde le Grid Place to Work, on espère notre certification d'octobre, on pourra dire The Grid Place to Work pour nos collaborateurs, Bravo. donc une vraie communication. Bravo. Alors, on va s'intéresser maintenant à la façon de rendre visible auprès des candidats, de vous rendre visible auprès des candidats. Déjà, comment est-ce que vous faites pour les cibler, pour trouver le bon candidat et parler au bon endroit chez AXA? En fait, tout le sujet il est là, c'est qu'on recrute différents profils. On recherche des commerciaux, Oui. on recherche des indépendants, des entrepreneurs, nos agents généraux qui sont en proximité des clients. Nous recherchons des actuaires et nous recherchons des stagiaires. Et voilà, les gens passent. Donc à chaque fois, on crée finalement un personae et on développe un véritable plan marketing sur chacune de ces cibles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui un vaisseau amiral qui est le site AXA. Et à côté de ce vaisseau amiral, on a 18 présences digitales qui peuvent être des pages employeurs, qui peuvent être des blogs, qui peuvent bien sûr les réseaux sociaux. Et on est présent un peu partout pour s'adresser par le bon canal au bon profil en fait, que l'on souhaite recruter. Voilà, c'est vraiment tout cet écosystème en fait, avec des plans marketing vraiment hyper dédiés. Et puis après, bien sûr, on s'adresse au grand public pour faire savoir que l'on recrute. Et là, on a notre site, AXA Recrute, et un espace conseil où on va plus loin, puisqu'on propose des conseils, on donne des conseils, on dispense des conseils aux personnes qui vont avoir un entretien de recrutement, à AXA ou ailleurs d'ailleurs. Et on va même plus loin, en mode Doctolib, vous pouvez vous inscrire pour vous préparer à un entretien de recrutement. Et là, vous êtes coaché pour vous entraîner à un entretien de recrutement. Voilà. Et puis, nous avons aussi développé des blogs sur l'entrepreneuriat, et notamment, beaucoup de personnes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et voilà, on donne des conseils avec des experts sur le sujet qui répondent aux questions des personnes qui veulent se lancer. Alors, on a beaucoup parlé ensemble de l'expérience collaborateur. Là, vous nous parlez de l'expérience candidat. Vous êtes très attentif à cette expérience candidat et ça va même au-delà de ce que vous expliquez sur ces moments de coaching en mode Doctolib. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'attendent justement les candidats? Ils veulent de la rapidité, c'est ça? Ouais, en fait, ils veulent 3 choses. Mais on en a parlé en fait. Ils veulent rapidité, transparence et sens. Les 3 à la fois. Rapidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais poser ma candidature, allez, 3 clics. Il ne faut pas que ça dure 3 heures. Il faut que ça soit super rapide. Le deuxième point, c'est la transparence. On en a parlé, c'est je veux savoir combien je vais gagner concrètement. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit écrit, mais pas que la rémunération. On a cartographié l'ensemble des éléments qui constituent la rémunération et au-delà. Ce sont les avantages sociaux, c'est l'épargne salariale, c'est la mobilité aussi, c'est tout ce qu'on fait à côté. En fait, la vie quotidienne, la vie associative dont je parlais tout à l'heure, tout ça, on l'écrit, on le voit, et on y met des preuves, en fait, avec des témoignages, par exemple. Donc, c'est hyper concret. Voilà. Et le sens, bien sûr, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure et ce que je disais tout à l'heure, avec nous aussi notre raison d'être, agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. C'est notre métier, mais on va au-delà. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure, Christophe Poteau, de l'onboarding. Donc ça fait vraiment partie de l'expérience candidat. Je crois que vous avez même créé une cellule qui s'appelle Go Recrutement, justement pour cette expérience candidat. Mais c'est la suite de l'histoire, en fait. Les 2 années, la place, on a de quoi communiquer. On s'est dit maintenant, on peut aller sur le marché avec une équipe qui a une vraie valeur ajoutée, qui a une technique innovante pour recruter et qui peut raconter une histoire qui a du sens et qui se vit. Donc nos collaborateurs en parlent, ce sont des ambassadeurs. Et cette équipe, en fait, elle innove dans l'expérience candidat. On a par exemple, et d'ailleurs on a eu un article sur LinkedIn là-dessus, communiqué, on a créé un jeu de cartes en se disant quelles sont les valeurs de BPGO et recruter quelqu'un en lui posant les valeurs sans parler de son CV pour voir comment il réagit à ça. Ça déroute un peu, mais en tout cas, ça change la relation qu'on peut avoir avec le candidat. On a également travaillé sur le manager de proximité, ça a été évoqué tout à l'heure, recruter en agence, en proximité pour aller vite et surtout pour faire connaissance avec son équipe. Si je viens dans une agence BPGO, c'est là où je vais travailler, c'est pas au siège à Saint-Herblain ou au siège de Rennes. Et en fait, on a travaillé également sur un autre élément, puisque j'avais interrogé un collaborateur, et ça m'a perturbé. Il m'a dit, moi, la raison pour laquelle j'ai rejoint BPGO, c'est le CSE. C'est pas ça que je présente très clairement dans les entretiens. Et on s'est dit, en fait, il faut les interroger, et on a créé la checklist des 50 bonnes raisons de rejoindre la BPGO. Et ça, c'est plutôt pratique, parce que c'est un manifeste, on le laisse. C'est d'abord diffusé en interne, toujours notre stratégie. Et en externe, ça permet de donner aux candidats quelque chose qui est écrit, CSE, avantages sociaux, sa carrière. Et ça, c'est des vrais engagements qu'on a, et c'est une vraie promesse employeur. Super. Dernière question pour vous, Magali Verte. Est-ce qu'à la SNCF, vous recrutez de la même manière qu'hier? Est-ce que vous utilisez d'autres médias? Non, on est obligé d'utiliser d'autres médias. J'en profite, ça c'est un super média. Si vous connaissez des femmes qui ont envie d'être conducteurs de train,
nous recrutons des conducteurs de train massivement, une trentaine cette année, et nous cherchons des femmes. Et en fait, dans tous les endroits où des femmes ont pris ce métier-là, ces femmes ont témoigné, notamment on a fait témoigner dans le journal une femme qui était une de nos conductrices qui est à Vitry et qui témoigne qu'en fait c'est un métier qu'elle apprécie, c'est un métier qui a des horaires contraignants, etc., mais qui allait bien avec sa vie. Donc j'en profite, dites-le autour de vous, nous recrutons en Bretagne pour bosser en Bretagne des métiers de conducteur de train. Je ferme la parenthèse, mais on est obligé de faire différemment. Pour plein de raisons telles qu'on l'a dit. D'abord parce que en fait aussi c'est lié à la marque employeur, quoi. Certains jeunes nous disent bah là, vos pubs un peu ringardes, du coup, ça ne donne pas super envie d'aller bosser pour vous. Donc, on a forcément dû travailler différemment. Je vais vous donner 3 exemples. On a des pubs, et vous l'avez vu, vous avez dû voir, hein, puisqu'on a vraiment été très pushy partout en France sur nos métiers, partout, dans toutes les gares, mais pas que. Et notamment, vous avez dû voir que dans nos campagnes de publicité, il y a beaucoup de femmes, des femmes qui font des métiers sur les voies, pour des métiers d'hommes notamment. Hein. Nous, on a une vraie problématique de féminisation de nos métiers. Et puis, par exemple, comme on est en Bretagne, on a la particularité d'avoir l'été, qui est forcément très différent de l'hiver, où tout d'un coup, on accueille le monde entier. Et donc, il faut forcément renforcer, c'est comme dans le tourisme, quoi. Voilà, il faut renforcer nos équipes. Et donc, on a besoin de trouver des gens compétents qui sont capables de nous rejoindre. Et on avait du mal à avoir au début des candidatures. Vous savez, contrôleurs, tout le monde dit « Oh, les contrôleurs sont super payés et tout ça », mais en fait, ça donne pas super envie. Personne n'a envie, en fait, d'être contrôleur sur certaines fois. Et alors là, on a changé la façon de faire. C'est notre DRH qui a pris la parole exactement comme ça a été fait, enfin, voilà, de façon hyper simple, dans la gare. Ça a été mis sur YouTube. Et en fait, il a expliqué exactement ce que vous venez de dire. Voilà combien vous serez payé, voilà ce que c'est cette boîte, voilà ce qu'on vous propose. Bon voilà, c'était pour être sur Auré-Quiberon, c'est sympa aussi, voilà. Et on a eu 500 candidatures, on ne savait plus quoi en faire, c'était terrible. Et donc on a partagé évidemment avec les autres régions, etc. Mais simplement pour vous dire, c'était une petite chose, mais en le faisant comme ça, on s'est rendu compte qu'en fait on parlait directement, parce que là notre cible pour l'été, c'est plutôt des étudiants qui viennent, etc. Donc voilà, on a essayé de leur parler différemment. Le deuxième exemple, c'était pour recruter nos alternants. Et ça, c'est l'équipe de com qui a réussi à faire ça. Ils se rendaient compte qu'on ne recevait pas autant de CV qu'on voulait, puis il faut aller vite quand même, comme on disait. Bon. Et en fait, ils ont dit, OK, ils sont posés avec les alternants, ils ont dit comment on écrit la feuille d'une façon complètement différente, juste parce que quels sont les messages qu'on veut faire passer. Et rien qu'en changeant cette feuille, en la postant sur LinkedIn, tout d'un coup, on a une espèce de vague. Alors, bon, voilà, c'est peut-être aussi le coup de bol, etc. Mais on s'est dit, finalement, cette façon différente d'approcher et de communiquer, évidemment, qui doit rester autant, enfin voilà, qui doit correspondre à ce qu'on vit, sinon c'est un peu. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Donc encore une fois, si vous connaissez des femmes qui veulent être conducteurs, voilà. Et peut-être une dernière chose qu'on avait fait. Passés, là, une dernière chose, c'est qu'on a fait de la cooptation. Je pense que vous le faites aussi. C'est-à-dire qu'on a dit aussi à nos collaborateurs, si vous aimez votre métier, si vous êtes bien, et si vous trouvez des gens qui ont envie aussi de nous rejoindre, on va donner une incentive pour donner envie aussi à nos collaborateurs d'aller faire de la pub. Ça aussi, c'était une façon différente qu'on s'était toujours refusé à faire jusqu'à présent et qu'on essaye de valoriser aussi. Merci beaucoup. Alors, merci d'autant plus parce qu'on avait un sacré challenge. On avait 45 minutes avec 5 intervenants passionnants et on va même avoir le luxe, si vous en avez l'envie, de poser une question. Si quelqu'un a une question à poser, il nous reste 4 minutes pour l'aborder. Alors, on en a plusieurs. Alors, je vois Madame Collet et je vais vous donner la parole. D'abord, monsieur, et ensuite Marie-Laure Collet. Évidemment. J'imagine que est-ce que justement la fiche de poste c'est conductrice ou conducteur? Alors nous, du coup, c'est le luxe entre guillemets d'une grande boîte. Hein, on peut faire des choses très en grand. Tous nos postes sont toujours inclusifs. Hein, voilà. Donc maintenant, on ne parle plus du tout et on est repris. Et merci de le faire. On est repris systématiquement quand on n'a pas fait attention féminiser à ça. l'intitulé. Bien sûr. Marie-Laure Collet, vous aviez une question. La place du senior. Il n'y a pas de limite d'âge chez nous en tout cas, et on a même lancé des travaux actuellement avec le COMEX pour travailler sur un projet. Alors, le gouvernement a lancé le sujet de la retraite, mais on était dessus pour travailler sur les seniors. Et on a déterminé que le senior, c'était 55 ans jusqu'à sa fin de carrière. Donc, on recrute. Non, pas de limite. Et j'en profite moi aussi, du coup, parce que nous recrutons aussi. J'en profite. Nous aussi, nous recherchons effectivement des postes de tous âges. Postes, exactement. Et notamment les agents généraux, des entrepreneurs, hommes, femmes, peu importe, quel que soit l'âge. Ce qui nous intéresse, c'est l'esprit entrepreneurial et l'envie d'avancer. Voilà.
Moi, je vais juste dire bingo en fait sur tout ça, comme ça au moins c'est rapide. Ce sera le mot de la fin? Non, nous, non, on termine n'a pas avec beaucoup le il nous manque on n'a pas beaucoup de candidatures seniors. Donc on aimerait bien en avoir. En fait, c'est une vraie question, je pense. Après, il y a 2 particularités quand même. Un, c'est que je pense que pour des personnes qui, par exemple, n'ont plus d'enfants à charge, etc., d'être en 3-8 peut devenir une option qui n'était pas avant. Donc moi, je pense que vraiment, des personnes en 2e partie de carrière peuvent être intéressées par nos métiers, peut-être plus qu'une jeune femme avec des jeunes enfants, etc. Voilà. Mais en tout cas, on adresse cette population-là, d'autant plus que c'était moins vrai avant. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2020, on est une société anonyme comme toutes les sociétés, on embauche en CDI. Avant ça, on avait un sujet de statut où on peut embaucher jusqu'à 30 ans, vous étiez embauché à un statut, et après, c'était plus le cas. Donc c'est plus vrai. Donc nous, on embauche tout le monde au même contrat de travail, mais on a du mal à avoir des CV de seniors. Donc je pense que c'est une problématique collective qu'on peut attaquer, tout à fait. Et le dernier mot sera pour vous, Elsa Tabal. Pour le numérique, effectivement, souvent on nous pose la question, est-ce que quand on est senior, le numérique, c'est pas accessible? Bien sûr que si, c'est accessible. Nous, on cherche à féminiser nos postes et à recruter des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont cette posture d'apprenant permanent. Et le numérique, finalement, c'est un métier qui permet ça, parce que depuis tout petit, il faut qu'on apprenne tout le temps, et que donc, si on est comme ça, on est comme ça jusqu'à la retraite. Donc c'est très bien. Merci infiniment à tous les 5. Très bonne journée à tous sur le Forum économique breton.